Bienvenue pour le Tour des Stades. On jouait la 25e journée du championnat national. Salut mon cher Vincent. Salut Manu. Ça marquait la 25e journée du championnat national, marquait le début du sprint final. On est à 10 journées de la fin, 10 matchs de la fin pour les 18 équipes du championnat de national. On s'est encore régalé mon cher Vincent ce soir. 7 matchs étaient à suivre notamment sur FFF TV en direct et en intégralité à partir de 19h30. On récapitule un petit peu les résultats. Tranquillement, on va regarder ça ensemble. Vous dire qu'il y a eu 18 buts inscrits ce vendredi, une seule victoire à l'extérieur, 3 nuls dont aucun 0-0. Et dans le détail, Dunkerque qui s'impose sur le fil, le Red Star qui fait du surplace. Martigues l'emporte et reprend la tête. Le Puy ne perd plus. Pas de vainqueur entre Orléans et Sedan. Concarneau gagne le derby. Et Châteauroux fait tomber l'AS Nancy-Lorraine de Benoît Pedretti. Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour ce Tour des Stades ? Je suis prêt. Tour de France activé, c'est parti. On prend tout de suite la direction des Hauts-de-France. On va aller voir notre ami Frédéric Touchard du côté du stade Marcel Tribut. Bonsoir Frédéric, une victoire sur le fil pour l'USL Dunkerque. On imagine que ça a vibré du côté de Tribut. Salut Manu, salut Vincent. Dunkerque s'est imposé au bout du suspense, mais que ça a été cruel pour les joueurs caladois qui ont longtemps cru repartir de Dunkerque avec 3 points, 1 point et finalement ils sont repartis avec 0 point ici. Les Caladois qui ont mené la vie dure aux joueurs nordistes avec Moulay Idrissaba qui a marqué 2 fois dans une première mi-temps dominée par les joueurs caladois. Il a marqué à la 23e et à la 41e minute de jeu. Ça faisait donc 2-0 en faveur de Villefranche-en-Beaujolais à la mi-temps. Retour des vestiaires, il a fallu une passe lumineuse du meilleur passeur du championnat, Ryan Grieb, pour Freddy Mbemba pour voir les Dunkerquois réduire l'écart. On se dirigeait justement vers une défaite des joueurs nordistes et une victoire des Caladois qui auraient réalisé une excellente opération. Quant à l'entame des arrêts de jeu, les Dunkerquois sont parvenus à égaliser grâce à un but justement de Ryan Grieb, auteur d'une très grosse partie. Une nouvelle fois ce soir, ça faisait donc 2 partout. Et au bout du suspense, 96e minute, sur le seul coup franc bien tiré du match de Julien Anziani, Yannick Mbonné s'est arraché et a marqué le but libératoire, offrant 3 points aux Dunkerquois. Dunkerque qui remonte au 4e rang ce soir. Et pour les Caladois, c'est très cruel, ils redescendent 14e ce soir. Vincent, le scénario est quand même incroyable. Villefranche menait 2-0 dans ce match, comme vient de nous l'expliquer Fred. Dunkerque qui l'emporte 3-2 avec 2 buts à la 93e et 96e minute de ce match. Dans le sprint final, il y a quand même des signes qui comptent et celui-ci en est peut-être un. Ouais, parce que forcément sur la série en cours de Dunkerque avec depuis l'arrivée de Mathieu Chabert, c'est 3 victoires d'affilée. Forcément marqué à la 93e et 96e minute, j'imagine que le stade avait dû se vider bien avant. Enfin, je sais pas comment c'était, mais c'est fort possible. Donc forcément, les gens qui étaient déjà dans leur voiture ont dû entendre les derniers spectateurs en train de hurler dans le stade et ça devait être assez exceptionnel. Et en revanche, pour Villefranche qui restait sur 7 matchs sans défaite, a chuté déjà la semaine dernière à domicile face à Orléans et une fois de plus aujourd'hui en plus en menant 2-0. Là pour le sprint final ça doit faire mal quand même moralement. Ouais, en effet, s'il y a des signes en tout cas qui ne trompent pas dans la course à la montée peut-être pour Dunkerque, il y a peut-être des signes aussi également du côté de Villefranche, la frustration caladoise. On l'imagine à l'issue de cette rencontre, justement les réactions. Fred Touchard a laissé traîner son micro. C'était en conférence de presse après ce match. On retrouve tout de suite Fred. Je pense que sur les 15 premières minutes on doit ouvrir le score, on a des opportunités qu'on ne saisit pas. Après on les a remis inconsciemment dans le match. On savait qu'ils étaient dangereux sur le jeu long avec Idrissaba qui a un très bon point de fixation. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est ce qui s'est passé. Après, on fait des erreurs d'inattention, de marquage où notre gardien fait l'arrêt et encore ils ont sur le second ballon. Après, on va retenir la grosse force de caractère parce que faire ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, le changement de système de jeu leur a fait très très mal de passer en losange au milieu, ça les a complètement déstabilisés. Et sur la globalité du match, on ne peut pas dire que c'est une victoire qui est volée. Arnaud nous fait l'arrêt à 2-0 en début de deuxième mi-temps, mais bon, ils n'avaient qu'à la mettre. Mais c'est une équipe très truqueuse, très roublarde, qui gagne beaucoup de temps. Mais ils ont gagné trop de temps puisqu'ils nous ont laissé trop d'arrêts de jeu. Donc le football, tout se paye en football. Voilà. Il faut pas occulter les 2 buts, mais je préfère qu'on insiste sur ce qu'on a fait quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Alors on peut parler des largesses défensives, on peut parler de plein de choses, mais on a quand même gagné un match 3-2 où à la 92e, on perdait 2-1 contre une équipe comme Villefranche qui est pas facile à manier. Allez Vincent, on prend tout de suite la direction du pays de Bresse où Bourg-en-Bresse-Péronat recevait le Red Star. Match nul, 1 but partout à l'issue de cette rencontre. On va tout de suite aller rejoindre Julien Vert qui a commenté cette rencontre pour vous sur FFF TV. Bonsoir Julien, racontez-nous le contenu.
Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, merci de nous rejoindre au stade à Marcel Verchères de Bourg-en-Bresse. Ce soir, dans cette 25e journée, on avait une équipe du Red Star ambitieuse sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Une équipe du Red Star qui voulait réagir après son revers à domicile face au Puy la semaine dernière. Eh bien, les Odoniens, dès les premières secondes de la partie, ont essayé de se ruer à l'attaque dans la défense burgienne. Mais en face, l'équipe de Bourg-en-Bresse, eh bien, ces derniers temps, elle essaye de renforcer sa base, de jouer en bloc avec eh bien, une nouvelle tête à la direction de cette équipe sportive. Pour l'instant, c'est Jean-Paul Ancien qui est le coordinateur sportif du club, qui a pris les rênes de l'équipe depuis qu'Alain Pochat a été écarté de l'équipe première. Et donc cette équipe cherchait à renforcer son bloc défensif, à resserrer les lignes. C'est ce qu'ils ont tenté de faire sur tout le premier acte. Ils réussissaient à basculer à la pause avec un score de 0-0, mais peu après l'heure de jeu, finalement, eh bien, les joueurs du Red Star réussissaient à trouver une petite brèche sur le côté droit de leur attaque avec un centre d'Hassen Abenali qui trouvait dans la surface de réparation son capitaine Sherendoy pour le but, l'ouverture du score dans cette partie. On pensait alors que le Red Star avait fait le plus dur en marquant ce premier but et en prenant les devants sur cette pelouse du stade Marcel Verchères. Mais finalement, les Burgiens eh bien, réussissaient à faire preuve d'abnégation et sur un coup de pied arrêté avec un petit peu de réussite, le poteau était trouvé, le ballon revenait sur Jonathan Rivierez qui poussait le cuir au fond des filets pour un score de 1 partout. Voilà donc des Bressons qui enchaînent un deuxième match nul après leur déplacement à Sedan et qui chercheront encore à se rassurer sur les prochaines semaines. Ils visent bien sûr un maintien désormais dans cette division. Du côté du Red Star, eh bien, il faudra bonifier ce point ramené de Bourg-en-Bresse. Merci Julien. Vincent, l'un des enseignements de cette 25e journée, c'est que le Red Star fait du surplace. Ouais, parce qu'ils ont déjà été surpris la semaine dernière face au Puy. Alors on s'imaginait encore une victoire à l'extérieur parce que il y a 15 jours, ils étaient quand même allés gagner, ils étaient allés infliger la première défaite à domicile de Martigues. Aujourd'hui, c'est un match nul face à une équipe de Bourg qui met fin à une série, on va dire, de 2 défaites d'affilée à domicile. Mais ça reste quand même un 6e match sans victoire pour Bourg. Encore une fois, une équipe qui va devoir malheureusement batailler jusqu'au bout. Exactement, mais qui a su réagir, puisqu'on le rappelle, le Red Star avait ouvert la marque par Sherendoy. Justement, quelques petites réactions côté Bressan, notamment avec Joachim Eckmeyer qui réagissait au micro de Julien Vert à l'issue de cette rencontre. Joachim, on a senti ce soir que Bourg-en-Bresse cherchait avant tout à être compact et à ne pas laisser d'espace à votre adversaire. Oui, c'était un peu le but de notre tactique. On voulait déjà être solide défensivement comme on l'a fait à Sedan et essayer de marquer un but, sauf qu'ils ont marqué en premier, donc nous aussi on a dû forcer pour marquer ce but. Justement, on va retenir la réaction. C'est peut-être au moment où finalement on pensait que voilà, le Red Star avait fait le plus dur, que vous avez réussi à revenir dans la partie. Ça montre que vous n'avez pas envie de lâcher cette saison en tout cas. Oui, c'est sûr que là on vit une saison compliquée, mais on veut vraiment pas lâcher. On veut pas que le club se retrouve en N2, parce qu'un club comme Bourg, ça ne joue pas en N2 normalement. Donc on veut vraiment avoir ce maintien et se battre jusqu'à la fin. Là pour l'instant vous êtes justement sur le côté compact défensivement et on peut penser qu'après avec un peu plus de confiance vous allez réussir à vous lâcher et essayer de retrouver un petit peu de l'allant dans votre jeu. C'est ce qu'on essaye de travailler à l'entraînement. La première partie c'était de retrouver cette solidité défensive et aussi de mieux jouer les coups en contre-attaque. Donc c'est ce qu'on travaille quotidiennement en espérant que les prochains matchs ça va payer. Et puis après Joachim Eckmeyer, Vincent, on rappelle aussi également que Bourg-en-Bresse-Péronne a changé d'entraîneur il y a maintenant une dizaine de jours. Justement, le président David Vanditelli s'est exprimé au micro d'FFF TV, c'était avant le début de cette rencontre, et nous parlait justement de sa stratégie pour essayer de sauver son club. Il lui reste maintenant 9 journées. Il n'y a jamais de bon timing pour ce genre de décision. On ne pouvait pas constater le fait qu'on était en déficit de points depuis un petit moment, qu'on avait du mal à enchaîner des bons résultats à la maison. Et moi j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas avoir des résultats différents avec une organisation identique, donc on essaie de prendre une décision. L'avenir nous dira si c'est la bonne décision, mais on ne sait jamais quand on prend cette décision si c'est celle-ci qu'il fallait prendre. Vous pouvez nous détailler l'organisation actuelle et si celle-ci est amenée à durer ou si justement vous envisagez un changement? Oui, l'organisation actuelle ne va pas rester jusqu'à la fin de saison puisqu'il y a un règlement qu'on va respecter. Le temps de la procédure, forcément, on a mis
un staff en place sous la responsabilité de Jean-Paul Ancien qui était au club, qui est coordinateur sportif et qui redeviendra coordinateur sportif après cette période-là. Donc là, on est en train de regarder les situations et les propositions de CV qu'on a reçues, puisqu'on a reçu bien sûr pas mal de propositions. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'on puisse trouver une personne qui pourra venir finir la saison avec nous. Et en fonction des résultats qu'on aura, savoir si on peut déjà se projeter sur la saison prochaine. En tout cas, la personne qui arrivera devra travailler avec le staff qui est en place, puisqu'à 5-6 matchs de la fin de saison, on ne va pas révolutionner les choses. On les a déjà révolutionnés une première fois. Donc ce sera dans la continuité de ce qui est en train de se passer actuellement. La priorité actuelle au niveau sportif, c'est avant tout le maintien. Par la force des choses, oui. Là où on est placé, malheureusement, on ne peut pas parler d'autre chose. On s'est mis tout seul dans cette situation-là. Si vous m'aviez posé la question il y a 4 semaines, je vous aurais dit qu'on était encore ambitieux. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Il faut aussi affronter la situation. C'est ce qu'on a expliqué aux joueurs. On est dans cette situation-là. On s'y est mis tout seul. Il n'y a pas que le staff qui a une part de responsabilité, les joueurs en ont une, le président que je suis en a une également, tout le club a une part de responsabilité, mais maintenant on peut parler uniquement de maintien. L'information principale de cette soirée, elle est allée chercher dans le sud de la France. Direction Martigues tout de suite. Martigues qui l'a emporté 3-0 face à l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Martigues donc qui reprend la place de leader en attendant l'affiche Canal Plus Foot de ce lundi. Et on va aller retrouver notre duo iconique du côté de Martigues. Xavier Martel notamment et Johan Essedine qui ont commenté cette rencontre pour nous et pour vous. Bonsoir messieurs, racontez-nous un petit peu cette démonstration, en tout cas quand on regarde le score de la part des Martégots. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Je suis en compagnie de Johan Essedine. Johan, on s'est régalé ce soir, c'est tellement le match référence pour Martigues. Ouais, ça a été un match à très forte intensité entre des Martégots qui ont très bien entamé le match, qui ont pris ce duel à bras le corps, qui ont gagné énormément de duels dans la première demi-heure et qui ont marqué assez logiquement, même si le but est un petit peu controversé. Ce coup franc de Zouaoui, est-ce qu'il est rentré, est-ce qu'il n'est pas rentré, les images ne parlent pas vraiment. Mais des Martégots qui ont réussi parfaitement à museler cette attaque d'Avranches qui était flamboyante depuis quelques semaines. Ouais, une équipe martégale qui a été solide sur tous les points, Johan, que ce soit défensivement, au milieu de terrain avec un excellent Walid Orinen, un flamboyant Kembolo au milieu de terrain et devant ça a scoré. Mais c'est vrai que Martigues s'est imposé vraiment en patron ce soir comme l'un des 2 leaders de championnat national. Ouais, il y a eu des passages difficiles dans cette rencontre quand même. Avranches a très bien repris le cours du match en deuxième mi-temps, a fait parler sa puissance actuelle, mais n'a pas obtenu tant d'occasions que ça de but, malgré quelques centres menaçants de Mehdi Boussaïd. Martigues qui a su laisser passer l'orage, qui a su contenir notamment Godwin Koyalipou qui restait sur 6 buts en 3 matchs. Et la fin du match a tourné complètement à l'avantage des Provençaux. Oui, parce qu'au niveau de la physionomie du match, Johan, Martigues mène à la mi-temps, c'est bien logique, mais en seconde période, on a vu une toute autre équipe d'Avranches qui a essayé de se montrer dangereux. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes, beaucoup de frappes. Jérémy Emès a été plutôt tranquille et à la fin, Avranches a craqué sur des buts magnifiques de Mohamed Marais et que dire sur le bijou du capitaine symbole à 39 ans de Fouad Kadir qui vient sceller la victoire 3-0 pour Martigues avec un buteur Fouad Kadir, encore étincelant ce soir. Ah ouais, ça c'était le petit bonbon, la petite gourmandise de la soirée, ce but de Fouad Kadir. Mais c'est vrai qu'Avranches a craqué littéralement en fin de rencontre en offrant clairement les 2 buts sur des erreurs de relance. Martigues ne s'est pas fait prier pour enfin s'offrir un succès large. Ça faisait longtemps que Martigues n'avait plus gagné de plus d'un but d'écart et ça fait énormément de bien à 9 journées de la fin. Ouais, avec Alan Kerouédan aussi qui est sorti blessé, Johan, ça a fait mal. Ça a fait mal à cette équipe d'Avranches. Damien Hod n'a pas trouvé les solutions pour remplacer ce milieu de terrain, mais Martigues était tout simplement plus fort ce soir. Manu, Vincent, et on rappelle Martigues, à l'heure où nous parlons, est leader de ce championnat national devant Versailles. On rappelle, c'est un promu. Martigues, ne l'oublions pas, même si ce n'est pas un promu dans le jeu, Martigues s'impose solidement ce soir 3-0 ici à Turcan face à l'USM Avranches. Vincent, je le disais, l'enseignement, c'est que Martigues reprend la tête. Ils sont à 9 journées en tout cas d'un retour dans l'élite. Qui l'eût cru en début de saison? Ouais, parce que quand on voit, encore une fois, on le dit assez souvent, c'est vrai que c'est un très bel effectif, mais avec pas mal de joueurs qui n'avaient pas connu ce niveau-là encore. Donc, ils surfent toujours. Et là, quand on dit ils surfent, c'est généralement une petite vague. Là, la vague, ils en ont pris plusieurs d'affilée, des vagues, parce que la partie de surf est très très longue pour eux. et c'est mérité quand on voit souvent les contenus et ce que cette équipe peut proposer. On voit qu'il y a 15 jours, on le disait juste avant, en fait, ils ont connu leur première défaite à domicile face au Red Star. Ils ont su rebondir tout de suite et aller faire un match très compliqué
compliqué, un match nul au Paris 13, parce qu'au Stade Boutroux, c'est toujours compliqué d'aller faire des résultats là-bas. Donc cette équipe, elle continue de nous épater. Et surtout face à cette équipe d'Avranches qui était sur une très très belle série de 3 victoires d'affilée et surtout une au Red Star. Donc voilà, c'était encore une fois pas facile de battre les Avranchinais et ils l'ont fait encore aujourd'hui, les Martégots. Est-ce que vous avez envie d'entendre un leader ce soir, Vincent ? Un leader de National, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Bon, on retourne alors dans ces cas-là du côté de Martigues où Xavier bien était en bonne compagnie avec Harouna Aboudemba. Harouna, bonsoir. Est-ce que c'est pas le match référence de Martigues ce soir? Match référence, je veux dire, ouais, défensivement, je pense qu'on a été costaud aujourd'hui. Donc, en plus, on a un clean sheet aujourd'hui à domicile. C'est très important après avoir fait un nul et un nul difficile parce qu'on prend un but à la dernière minute contre le Paris 13 Atlético. Et revenir avec cette intention-là ici, en défendant correctement et mettre 3 buts ce soir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un bon match. C'était un bon match de notre part. Harouna, une équipe qui est restée sur 3 victoires consécutives, qui avait marqué avec Koulibaly 6 buts sur les 3 derniers matchs. Cette équipe costaud qui était en forme, vous avez été avec 2 magnifiques buts en fin de partie et vous êtes leader ce soir, mine de rien, de ce championnat national. Giro, il l'a fait. Exactement, c'est une bonne chose. Après, on travaille au quotidien et les coachs et tout le staff, ils analysent toutes les équipes à chaque fois. C'est vrai qu'Avranches était sur 3 victoires d'affilée, ils en ont mis 3, il me semble, au Red Star. Donc au Red Star, pour mettre au Red Star, il faut avoir une armada offensivement. Et on les a très bien contenus, on les a bien lus et franchement ça a payé ce soir. Oui. Est-ce qu'à 9 journées de la fin, dans le coin de la tête, est-ce que la montée on y pense ou c'est encore trop tôt? Vous savez, chaque match ça sera une finale. Il faudra jouer les matchs à fond, quoi qu'il arrive. Et après on fera les comptes à la fin. Comme on dit, il faut faire les causes. On ne maîtrise rien dans la vie, il faudra faire les causes et on verra à la fin. Mais en tout cas, forcément, on se donne le droit de rêver quand même. Hein. Mais bon, comme je dis, il faut gagner les matchs, prendre les matchs un par un. Et ça sera une finale à chaque match. On a un dernier petit mot, parce qu'on a vu que c'était un match un peu haché. Il y a eu quand même pas mal de blessures. Vos coéquipiers, comment ça va au niveau des blessures? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je pense qu'il y avait un peu de fatigue. Forcément, il y a eu de l'intensité aussi durant ce match. Et forcément, il y en a, ça a lâché, il y a eu des crampes et des petites blessures, mais c'est rien de grave. C'est bien. Prenons la direction de l'Auvergne désormais. On a commenté la semaine dernière le match entre le Red Star et le Puy. Victoire du Puy, on le rappelle, à l'extérieur. On avait hâte de savoir si justement le Puy pouvait confirmer à domicile contre le Paris 13 Atlético. C'est un duel de la mort en tout cas pour le maintien. Score final, 1 but partout. Prenons la direction tout de suite du Stade Massot. Anthony Perel nous y attend. Bonsoir Anthony. Racontez-nous dans le détail la soirée que vous avez vécue sur FFF TV. Salut Manu, salut Vincent, la bonne affaire n'est pour personne ce soir au Stade Massot, score final 1 partout entre le Puy Foot et Paris 13 Atlético. Dans cette rencontre entre mal classés ou en tout cas entre candidats au maintien, la partie a mis du temps à se décanter. Il a fallu attendre la 40e minute de jeu et une contre-attaque rondement menée pour que le Paris 13 Atlético prenne les devants. C'est Cissé qui est venu tromper Yann Maria, 1-0 à la pause donc pour les Franciliens. Le Puy a réagi aux alentours de l'heure de jeu. Mohamed Medfrej est à la réception d'un centre venu de la gauche. Petit coup de billard dans la surface de réparation, ça fait un partout. À voir si le but sera accordé aux joueurs prêtés par la GIA. Et puis la balle de match a finalement été pour Louzif dans le temps additionnel, mais l'attaquant du Paris 13 Atlético a vu sa reprise passer au-dessus de la cage. Score final 1 partout, ça ne fait l'affaire de personne. Paris 13 Atlético est à 10 points du premier non relégable, le Puy à 3 unités. Alors Vincent, il y a 2 lectures sur cette rencontre. On imagine que les Poneaux auraient préféré bien sûr l'emporter, mais mine de rien, c'est le 4e match sans défaite pour les hommes de Roland Vira. Ouais, même si j'imagine que Roland Vira va être déçu, parce que quand on réalise un tel match au Red Star et qu'on reçoit un des concurrents directs au maintien la semaine d'après, forcément on imagine qu'on doit gagner. En tout cas, on espère prendre les 3 points. Mais en même temps, c'est vrai, tu le dis, ça fait 4 matchs quand même que les Poneaux ne perdent plus. Alors d'un autre côté, on a le Paris 13 aussi qui reste, elle, sur 8 matchs en défaite. Il y avait un sorcier qui est arrivé apparemment à la place de Vincent Bordeaux pour renverser la situation. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Même si aller prendre un match nul à l'extérieur, c'est toujours bon. Le sorcier, c'est Philippe Morera. On va l'entendre justement dans cette séquence qui a été glanée par Samuel Joubert. Mais juste avant, la réaction de Roland Vira, le coach du Puy. Ouais, un sentiment particulier. Déjà quand même positif parce qu'on reste sur une dynamique positive. En plus, on est mené, on est capable de revenir au score, donc, et pas l'inverse. On mène pas au score et on se fait remonter. Donc positif parce qu'il y a encore une force de caractère, même si aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé que
que le contexte général a fait qu'on a manqué d'énergie. Je pense que le terrain, voilà, tout ça nous a donné des difficultés. Je trouvais que voilà, pour la première fois depuis pratiquement le début de saison, je trouvais qu'on a un peu pioché sur la fin de match. Alors peut-être parce qu'on a mis beaucoup de débauches d'énergie ces derniers temps, parce qu'on a eu pas mal de malades aussi les 2 dernières semaines, et que je pense que voilà, le terrain est très très sec et que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie pour pouvoir justement, quand on est mené au score, essayer de revenir dans la partie. Et en plus, voilà, je le dis encore, j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs offensivement très intéressants du côté de Paris 13, et je trouve que voilà, le match nul est très correct, et que voilà, je pense qu'on ne doit pas le perdre, on ne doit pas le gagner non plus. Le match nul est correct. Et si on veut vraiment s'en sortir, si on veut aider le club, faut qu'on soit un vrai groupe et qu'on soit tous présents, qu'on sorte vite du terrain, qu'on rentre vite, qu'on fasse des bonnes prestations quand on joue 60 minutes, qu'on en fasse des bonnes quand on fait 30. Et ça, c'est indispensable. Donc pour moi, c'est une évidence, bien sûr, mais c'est toujours difficile à mettre en place parce que les égos prennent souvent le dessus. Et en ce moment, le groupe est justement irréprochable sur ça, et les égos sont mis de côté au service du collectif. On est ce soir du côté du stade de la Source à Orléans. Orléans qui accueillait le CS Sedan Ardennes. Vincent, on a commenté cette rencontre pour vous sur FFF TV. Malheureux vaincu, on le disait, entre ces deux équipes dans le haut du ventre dur, c'est-à-dire les équipes qui peuvent encore espérer monter, mais les équipes qui vont devoir regarder aussi également derrière avec cette zone de relégation qui s'approche. Un match où on n'a pas vu beaucoup d'intensité, un rythme un peu bizarre. Il y a eu quelques erreurs aussi également défensives. Des Sedanais en début de match qui ont opéré en transition. Orléans qui avait la possession. Ouverture du score de Loïc Goujon sur un superbe retourné à la 27e minute. Son 3e but de cette saison, lui qui n'avait plus marqué avant cet exercice 2022-2023 depuis 4 ans. C'est d'ailleurs le grand bijou de cette 25e journée. Goujon buteur, puis Goujon passeur. Après ce bon pressing bien récompensé, il transmet à Dabas. La feinte de moustache, il fixe Lambé pied gauche. 2-0 à la pause. Les Sedanais vont réagir d'entrée d'ailleurs en seconde période. Geoffrey Karchi entré à la pause, étonnamment seul aux 5 mètres suite à ce corner de Guillaume Cousse, trompe Vincent Viau de la tête. Et puis 10 minutes plus tard, c'est Alexandre Ramalingom, passé l'heure de jeu, qui suite à un corner mal repoussé, marque le but de l'égalisation. C'est sa 8e réalisation pour le meilleur buteur des Sangliers cette saison. Et derrière, les deux équipes auront l'occasion de l'emporter, mais il y aura trop de maladresse. Il y aura aussi également 2 bons gardiens qui vont prendre le pas sur les attaques. On a en tête forcément les occasions notamment d'Adrien Dabas, celle aussi également de Johan Akassou. Bref, score final 2 buts partout, Vincent, et personne n'a l'air vraiment content en tout cas de ce score à l'issue de cette rencontre. C'est forcément, c'est évident, puisque quand on se place du côté orléanais, après avoir mené 2-0, on n'imagine pas un tel retour. Même quand il y a eu le retour des Sedanais au score, il y a encore eu des occasions pour marquer le 3e, 4e et 5e but. Donc forcément de ce côté-là, Nicolas Usaï il peut être déçu. Et puis quand on est Sedanais, on se dit aussi il peut quand même y avoir de la déception dedans, parce que déjà les buts sont marqués sur, et tu l'as dit, 2 erreurs défensives. Ça veut dire que si défensivement ça avait été plus net, peut-être qu'à la mi-temps il y aurait eu 0-0, et quand on voit la qualité offensive des joueurs de Sedan, peut-être qu'en deuxième mi-temps ils auraient peut-être pu faire la différence. Ça, après on le saura jamais, mais en tous les cas, moi malgré tout, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'intensité, surtout sur la première période, mais j'ai vu quand même 2 équipes qui nous ont proposé de belles choses techniquement parlant. Il y a eu quand même pas mal de situations pour un match national. Parlons du but de Loïc Goujon, Vincent. On va lui donner la parole dans quelques instants, mais il est incroyable ce but de Loïc Goujon. Il est incroyable, surtout qu'il n'en marque pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup marqué cette saison et de manière générale dans sa carrière, parce qu'il joue à un poste assez reculé quand même. Mais aujourd'hui ce but pour lui, il est magnifique, certainement l'un des plus beaux de sa carrière. Et c'est vrai que là aussi, quand on marque un but aussi beau, on a toujours la déception de ne pas avoir les 3 points derrière, parce qu'au moment où il marque, je pense que Orléans était un petit peu au-dessus, et que il se disait peut-être que ce but va faire en sorte qu'on ramène les 3 points. Exactement. Les réactions, justement, on commence par les entraîneurs, si vous le voulez bien, Vincent, avec d'un côté un Nicolas Usaï frustré mais satisfait du comportement de ses joueurs, et de l'autre un Olivier Saragaglia qui était véritablement en colère.
Non, pas d'énervement, de la déception, surtout pour les joueurs, très sincèrement, surtout pour les joueurs, parce qu'ils avaient fait le nécessaire. C'est toujours délicat quand il y avait 4 changements par rapport à Villefranche, il y avait des joueurs qui étaient suspendus, blessés, ou ce n'était pas en mesure de jouer 90 minutes, mais tous les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait le match que j'attendais d'eux, donc voilà, je suis déçu particulièrement pour eux, quoi, parce que ça aurait été vraiment très agréable de pouvoir l'emporter. Et le paradoxe, c'est qu'en seconde période, on a pas mal de situations et pas mal d'occasions et on n'arrive pas à scorer. Voilà. Après, ce qui est embêtant, c'est de prendre un but sur CPA, alors qu'on savait que Sedan, si je ne dis pas de bêtises, avait marqué avant ce match 41% de ses buts sur coup de pied arrêté. L'année dernière aussi, ils ont mis énormément de buts sur coup de pied arrêté. On connaît leur efficacité et malgré tout, on prend ce but-là qui nous fait mal, mais malgré tout, la réaction a été bonne. C'est bien ce qu'on a fait en deuxième mi-temps de revenir, mais... Je décolère pas parce que ce match, on aurait pu aller chercher un peu plus que le match nul si on ne fait pas ces erreurs. Mais encore une fois, les erreurs se répètent. On a donné quasiment entre 10 et 12 buts dans la saison sur des pertes de balles de nos défenseurs parce qu'ils veulent relancer, alors que c'est pas du tout ce qu'on avait mis en place. C'est pas du tout. Donc il n'y a aucune exigence. Aucune exigence, aucune rigueur dans tout ce que je veux mettre en place. Ils sont incapables d'appliquer. Donc à un moment donné, il va falloir changer de fusil d'épaule, quoi, parce que là, c'est plus possible. On donne trop de buts à l'adversaire, c'est pas possible. On donne le bâton pour se faire battre. Donc, et malheureusement, ça se répète, c'est pas la première fois. Si c'est la première fois, on dit, c'est un accident, ça arrive à tout le monde de perdre des ballons, c'est dans une saison, ça arrive. Mais là, je me remémore les situations où on a donné des buts à l'adversaire, il y en a 10 ou 15 dans la saison, quoi. Et 10 ou 15 buts, c'est 10 points de plus. 10 points de plus, vous n'êtes pas là au classement, quoi. Donc à un moment donné, il faut comprendre que le football, c'est de la rigueur, c'est de l'exigence, c'est encore plus quand on est défenseur. Je me suis contenu, sinon j'aurais tout cassé. Il aurait fallu que je paye après les dégâts dans le vestiaire, mais je voulais tout casser, honnêtement, je voulais tout casser. Parce que ça va, quoi. Ça va, je veux dire, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, quoi. On est nul défensivement, on est nul, quoi. On est nul, on est la pire équipe de la poule. Il n'y a que Bastia Borgo qui a fait pire que nous, et son dernier. Mais on est la pire équipe de la poule, quoi. On fait rire tout le monde, quoi. On prend des buts, on fait rire tout le monde. Donc moi, j'en ai marre de passer pour un baltringue. Donc on va procéder différemment. Voilà. Les joueurs qui ont fait des erreurs, on va plus les voir, je crois. Ça manque de rigueur. Je suis désolé. Alors ils veulent aller au haut niveau, ils sont jeunes, ils veulent aller au haut niveau. Moi, je suis entraîneur de Ligue 2, mais jamais je les prends, quoi. C'est des joueurs qui vous coûtent 10 buts par saison. Donc alors après, je vais pas leur jeter la pierre. Je jette pas la faute sur les. Ça m'énerve de faire ça, en fait. Ça m'énerve de faire ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'était la première fois, je veux bien. Mais là, non. Les défenseurs, si on compte les buts qui nous coûtent sur des erreurs individuelles de Roland, on est premier au classement, quoi. Donc, il faut arrêter le massacre. À un moment donné, il faut arrêter le massacre. Et j'aurais peut-être dû l'arrêter avant. Là, c'est ce qu'on fait défensivement depuis le début de saison, c'est niveau N3, quoi. C'est niveau N3. Et le nombre de buts qu'on prend, me donne raison. C'est niveau N3. Après les entraîneurs, parlons des joueurs. Loïc Goujon, vous en avez parlé tout à l'heure, Vincent. Il a marqué un but assez incroyable, son 3e cette saison. Il s'est exprimé en conférence de presse. Et juste derrière, un Sedanais qui a été excellent ce soir. Encore une fois, une fois n'est pas coutume, c'est monsieur Guillaume Cousse. J'en ai pas mis beaucoup, donc... non, c'est vrai que ça fait déjà 3 cette saison et c'est 3 beaux buts. Je pense à celui de Châteauroux. Donc, je sais pas trop. Après c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais non, c'est bien, je suis sur ma lancée. Donc faut continuer. À la base, je suis placé entre les deux centraux, il me semble, et je pense plus à la mettre de la tête. Enfin, je me dis, il va me la mettre sur la tête, et au final, elle vient sur le pied gauche, et je me pose pas forcément de questions. Je me dis, voilà, tente, et puis tu verras. Mais voilà, c'est comme ça que ça. J'en avais mis qu'un avant cette saison, donc non, c'est bien, mais je suis plus haut sur le terrain, donc quand tu es plus proche du but, tu as plus d'occasions de marquer, donc voilà, faut continuer. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'occasions depuis le début de la saison, et donc je suis à 3 buts, mais j'aurais pu être à beaucoup plus. Ce qu'il faut souligner, je pense, c'est que Orléans, ils sont toujours derrière nous. Derrière, ça n'a pas gagné, donc voilà, on grappille. Aujourd'hui, malgré les circonstances, on prend quand même un point. Je pense que voilà, c'est la satisfaction de ce vendredi soir. Je pense qu'on avait à cœur déjà de réagir. On ne voulait pas être ridicule ce soir.
parce qu'on est vraiment passé à côté de notre première mi-temps. Voilà, il nous fallait de l'honneur, de l'orgueil. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre sur le terrain. Allez, cap sur la Bretagne désormais, Vincent. La Bretagne qui avait un derby dans cette 25e journée. L'US Concarneau qui accueillait le Stade Briochin. Il fallait un Breton pour commenter tout ça. Monsieur Gaëtan Pinel était aux opérations justement du côté du Stade Guy Piriou. On y file au Stade Guy Piriou. Bonsoir Gaëtan. Il était comment ce derby alors ? Le derby a tourné à l'avantage de Concarneau ce soir au stade Guy Piriou. Victoire 1-0 d'Etonnier, le but d'Antoine Rabillard sur penalty. Un but inscrit à la 17e minute sur un penalty litigieux, c'est vrai, des situations litigieuses, il y en a eu, une autre notamment sur James Lemarer, quelques instants plus tard après un contact avec Axel Camblan, une première mi-temps assez folle qui a aussi vu le Stade Briochin terminer à 10 avec l'expulsion de Guillaume Béguin à la 29e, carton rouge direct sorti par Monsieur Oustaritz et une deuxième période avec des situations un peu pour Saint-Brieuc au départ, une barre aussi trouvée par le buteur de Concarneau, Fed El Koumisti, et puis une fin de match houleuse. Concarneau a tenu, Saint-Brieuc n'est pas parvenu à revenir dans la partie, mais une fin de match houleuse avec de la tension ici et là. Et puis, après le match, le carton rouge sorti au capitaine des Griffons, James Lemarer. C'est une soirée cauchemardesque pour le Stade Briochin qui voit l'écart avec le premier non relégable se creuser un petit peu plus ce soir. C'est en revanche une excellente soirée pour Concarneau qui voit en plus Dunkerque s'incliner, le Red Star être accroché. Concarneau qui reprend provisoirement la deuxième place du championnat de national. Allez, l'un des enseignements de cette soirée aussi également. L'année dernière, on se rappelle Vincent que Concarneau avait complètement manqué son sprint final. Là, l'entame est bonne et en plus Concarneau réagit après sa défaite de la semaine dernière. Ouais, il a bien, très très bien réagi avec la défaite face à Châteauroux, avec cette victoire aujourd'hui dans le derby. Il avait déjà emporté le derby au match aller de buts à 1. Et en plus, quand on voit les joueurs de Karim Mokedem sur ces deux matchs à l'extérieur qui s'étaient super bien comportés avec un match nul au Puy et une victoire à l'extérieur, là j'ai un petit trou, je me souviens plus, mais en tous les cas, c'est une équipe de Saint-Brieuc qui lutte fort pour son maintien. Alors 9 matchs à jouer, ils sont à 7 points du premier relégable. Tout est encore largement jouable pour les joueurs de Karim Mokedem. Et puis d'un autre côté, tu l'as dit, en fait, c'est vrai que l'année dernière, à cette époque-là, il y avait un sacré trou du côté de Concarneau. On a pensé à un moment donné, ça y est, qu'ils avaient retrouvé ce même fossé il y a quelques semaines, et puis ils se sont repris avec les 3 victoires d'affilée, défaite à Châteauroux, mais aujourd'hui ils sont repartis de l'avant pour nous donner une fin de saison palpitante. Attention à Saint-Brieuc à pas caler, parce qu'ils nous avaient beaucoup, depuis l'arrivée de Karim Mokedem, on pensait qu'ils étaient justement sur des résultats beaucoup mieux. La bonne série, et finalement voilà, là ça pioche un peu en tout cas dans cette fin de saison. Gaëtan Pinel justement qui a tendu son micro à l'issue de cette rencontre, des réactions après ce derby breton. Antoine, victoire dans le derby ce soir contre Saint-Brieuc et Concarneau qui rebondit immédiatement après la défaite à Châteauroux. Ouais, je pense qu'on a pris une grosse claque la semaine dernière, prenant 4 buts à l'extérieur, c'était pas ce qu'on avait prévu. Maintenant, voilà, on savait qu'un derby c'est toujours des matchs un peu spéciaux à jouer et on voulait vraiment d'abord être solide et pas encaisser de but parce qu'on s'attendait à un match très compliqué avec c'était plus du tout la même équipe qu'on avait affronté au match aller. Et c'était une équipe qui avait de la possession, etc. Donc on s'attendait à un match très compliqué, on savait qu'on allait beaucoup courir. Après, au vu du match, forcément, il y a eu des événements avec le carton rouge, etc. Donc ça nous a un peu facilité la tâche, on va dire. Mais bon, c'était un match compliqué et on est content de le gagner, même si ce n'était pas le plus beau de nos matchs, c'était important de rebondir tout de suite. Ouais. La situation sur le penalty est un peu confuse. Qu'est-ce qui se passe selon toi sur cette action-là ? Sincèrement, j'en ai aucune idée. J'ai juste vu que l'arbitre avait désigné le point de pénalty, donc je suis allé chercher le ballon, je me suis concentré et j'ai essayé de faire abstraction de ce qu'il y avait autour. Et voilà, c'est rentré, c'est le principal et on est heureux de cette victoire. Ouais. 9e but pour toi cette saison, 7 passes décisives. C'est la meilleure saison de ta carrière selon toi ? Ouais, je pense qu'après aussi il y a l'âge de la maturité aussi. Je suis plus un jeune joueur. J'ai pris pas mal d'expérience aussi à l'étranger, donc ça m'a forgé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. Je suis à l'aise dans mes baskets et je prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Donc je pense que ça se ressent et voilà, je suis vraiment concentré sur le boulot et j'ai rien qui me pollue autour. Et du coup, voilà, je profite, ça se passe bien et j'espère continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour rester véritablement au tableau ? C'est une vraie série ? Ouais, bien sûr, je pense que c'est ce qui fait la force des équipes et bon, on n'est pas encore dans le sprint final, mais bon, il reste tout juste 2 mois de compétition, on a 10 matchs à jouer.
voilà, c'est essayer d'enchaîner une série positive. C'est là qu'on voit que on fait des bons au classement et c'est le plus important. Après, on voit que y a beaucoup d'équipes qui calent aussi. Donc voilà, je pense que ça va être très serré jusqu'au bout et qu'il faudra rien lâcher. Allez, prenons la voiture du National, Vincent, et partons dans la plus chaude ambiance de cet exercice 2022-2023 du côté du stade Marcel Picot, où nous attend notamment François Poulet, qui a vécu la première défaite de Benoît Pedretti sur le banc de la SNL depuis qu'il a pris la suite d'Albert Cartier. Bonsoir François. Alors, défaite 1-0 contre Châteauroux, qui méritait, qui dominait? Racontez-nous tout. Salut Manu, salut Vince. En effet, on a eu une très belle partie ce soir à Marcel Picot. Les deux anciens pensionnaires de Ligue 2 ont mis l'intensité du niveau du dessus. Très clairement, on a vu une très belle partie. Certes, il n'y a eu qu'un but, le but de Benjaloud Youssouf sur penalty en première période à la demi-heure de jeu pour Châteauroux. Mais voilà, les deux équipes ont proposé des choses. Alors forcément, plus dans le jeu du côté de Nancy, plus en contre-attaque du côté de la Berrichonne. Mais il y avait deux styles opposés et beaucoup d'occasions pour les Nancéens, mais qui n'ont pas trouvé la faille face à une vraie bonne défense de la Berrichonne, avec notamment Aoussou Sanganté derrière, et on va aussi parler d'Mbengue et d'Aloïs Fouda. Voilà, toute la défense a fait un énorme travail. Toute cette équipe de la Berrichonne de Châteauroux a fait un très gros travail pour ramener les 3 points de la Lorraine. Deuxième victoire consécutive donc pour le club du Berry. En face, du côté de Nancy, c'est un petit coup d'arrêt. C'est la première défaite de Benoît Pedretti sur le banc de l'AS Nancy-Lorraine. Pourtant, ils ont mis les ingrédients, les Nancéens. Thomas Robinet a bien été encadré par cette défense de Châteauroux. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Et voilà, il est resté sans marquer face à son ancien club. Mais en tout cas, on aura vu un vrai beau match ce soir. Et Châteauroux fait la bonne opération et prend un petit peu d'air sur la zone rouge. Bon, je disais Vincent, merci François. Je disais Vincent, la plus chaude ambiance. Aziz Dachour qui est pas très loin de nous. Disait qu'il n'était pas d'accord sur la plus chaude ambiance nancéenne. Sedan, forcément, pour le gardien du temple, on peut le dire ainsi, du CSC. Ça. On ne connaît pas encore véritablement le poste qu'il aura à un moment donné au club. Le poste actuel, vous voulez dire. Actuel aussi. Il va peut-être venir nous le dire d'ici la fin de cette émission. Vincent, première défaite de l'ère Benoît Pedretti. Victoire de marque à l'inverse pour la Berry, la deuxième de rang. Et Châteauroux en plus qui sort de la zone rouge. Ouais, cette victoire leur a permis de sortir. Alors c'est vrai qu'en plus c'est face à Concarneau et face à Nancy, ces deux victoires d'affilée forcément vont leur donner beaucoup de baume au cœur pour terminer, j'imagine et j'espère pour eux la saison en trempe, parce que c'est vrai que quand on regarde le classement, quand on regarde les ambitions, c'est pas normal de les voir là, mais il n'y a pas que Châteauroux qui est dans ce cas-là. Il y en a d'autres pour lesquels on comprend pas forcément, mais le football il est fait comme ça, et c'est ça justement qui est beau. C'est pas alors je vais pas citer d'autres sports parce que j'aime trop le football et j'aime pas assez les autres sports, mais c'est vrai que aller s'imposer à Marcel Picot et surtout vu la série qu'a entamé Nancy depuis l'arrivée de Pedretti, c'est fort, d'autant que Nancy en cas de victoire aujourd'hui, pouvait encore espérer, peut toujours espérer, parce que les séries, avec une série, tout est encore possible, mais Nancy qui va recevoir au courant du mois de mars encore Concarneau pour le match retard, donc voilà pourquoi tout est encore possible. Il sera dès mardi, notamment ce match contre Concarneau à vivre et à suivre en direct en intégralité sur FFF TV. Quelques réactions à l'issue de ce match. Déjà, honneur au vainqueur, honneur au buteur aussi également, Benjaloud Youssouf qui a marqué l'unique but de cette soirée, c'était sur penalty. François Poulet est allé prendre son sentiment. Benjaloud, victoire, vous enchaînez après Concarneau, vous êtes le buteur. Quel sentiment après ce match, cette belle victoire du côté de Nancy? Je dirais c'est le devoir accompli. On avait un plan de jeu, je pense qu'on l'a plutôt bien réalisé. On a su saisir l'opportunité de marquer ce premier but. On sait que dans ce championnat, le premier qui marque, il a souvent beaucoup de chances de gagner le match. Après, on a su être costaud, on a su être solidaire, faire beaucoup d'efforts défensifs. Et après, en deuxième mi-temps, on a essayé de piquer sur certains contres. Je pense qu'on les a un peu moins bien exploités. Mais au final, on revient avec les 3 points et c'est bien pour la confiance. On a senti que vous n'avez pas douté par rapport à ce que disait Paul Delcroix en conférence de presse avant, de dire là, voilà, quand des fois vous menez, mais vous doutez, vous reculez, vous êtes très bas. Là, vous avez réussi défensivement à être très très solide ce soir. Oui, je pense qu'on a réussi à être compact et je dirais assez haut. Et on voulait garder le bloc assez haut pour les mettre en difficulté et ensuite
mieux gérer la profondeur. En deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont mis beaucoup de diagonales, surtout sur le côté de Adama. Après je pense qu'on a su gérer, même si Adama quelquefois était pris à défaut, mais on a su être costaud dans l'axe. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a réussi à avoir ces 3 points. Et puis après Benjaloud Youssouf, un garçon nous avait tapé dans l'œil la dernière fois qu'on est parti à Marcel Picot-Vincent, c'est Alexis Lefebvre. Alexis Lefebvre, justement, encore une fois, qui répondait aux questions de François Poulet. Alexis a défaite ce soir contre cette équipe de Châteauroux. Comment vous avez-vous vécu le match, parce que vous avez été dominateur dans ce match quand même? Ouais, on a dominé, c'était un peu ce que le coach demandait, de vraiment continuer sur cette série. Malheureusement, on n'a pas réussi à vraiment concrétiser. Après, j'ai envie de vous dire, l'arbitrage n'a pas été en notre faveur. Franchement, on est assez déçus de ça. Mais bon, maintenant, on va passer à autre chose et se concentrer sur les prochaines échéances à venir. Vous, à titre personnel, Benoît Pedretti, vous le connaissez bien. Voilà, et là, on sent que vous progressez très vite dans ce championnat. Vous prenez du temps de jeu. Il y a, j'imagine, une vraie confiance par rapport au coach que vous avez envie de lui rendre. Ouais, c'est sûr. Le coach, il me fait confiance. Donc, j'ai envie de lui rendre de la meilleure des manières. Donc, c'est sur le terrain, aux entraînements et en match. Donc voilà, après, moi, j'essaie de donner le meilleur pour l'équipe, de vraiment tout faire sur le terrain pour emmener l'équipe le plus loin possible. Et après, c'est le coach qui décide de comment il m'évalue. Comment vous le trouvez, ce championnat de national? C'est assez rude finalement. Là, ce soir, vous aviez un gros combat des deux côtés, hein, que ce soit avec Alois Fouda ou Mbengue. Comment vous adaptez à ce championnat? Franchement, c'est compliqué parce que toutes les équipes, on est assez serré niveau points dans le classement. Donc à tout moment, si on fait une victoire, on peut monter. Comme là, une défaite, et on peut descendre. Et on n'est pas très loin de la zone de relégation. Donc maintenant, ça va être de prendre les matchs les uns après les autres, comme on s'est tous dit, et essayer de sortir le plus vite possible de cette zone et de s'éloigner. Et ensuite, on verra. Il y a 2 rencontres encore à vivre dans cette 25e journée. Déjà, ce samedi, 18h30, le FC Borgo qui reçoit le SO Cholet. Coup d'envoi, donc je disais à 18h30, je vais me répéter, du côté du complexe Paul Natali à Borgo, dans la banlieue bastiaise. Vincent, ce match est aussi les retrouvailles pour un homme, Stéphane Rossi, qui a fait monter le CA Bastia en Ligue 2, qui a entraîné le FC Bastia Borgo la saison dernière notamment, et qui revient donc sur ses terres avec le SO Cholet. Ouais, ça doit être forcément émouvant. C'est vrai que quand on revient généralement jouer contre ses anciens clubs, il y a toujours un petit truc à part, surtout en plus quand on s'appelle Stéphane Rossi et qu'on est né là-bas. Donc ça va être beaucoup, j'imagine, beaucoup d'émotions pour lui. En face, il y aura son ami d'enfance, son ancien coéquipier. Ils ont tout fait ensemble, c'est Antoine Emanueli. Donc ouais, ça va être un match particulier pour lui. Mais lui, il va avoir besoin des 3 points parce que lui aussi peut encore espérer pouvoir monter. Puis d'un autre côté, le coach Torres et puis le président Emanueli vont forcément pas vouloir faire de cadeau à Stéphane Rossi pour ça, parce que eux, il y a un maintien à obtenir, et comme on le dit souvent, le maintien va passer par des victoires à domicile, même si ça paraît compliqué pour eux de se maintenir, mathématiquement ça l'est toujours. Le FC Borgo qui joue sa peau, le FC Borgo qui n'est pas ridicule sur ces dernières journées. Bref, ça sera une très très belle rencontre à vivre en direct en intégralité, 18h30 FFF TV ce samedi. Et puis lundi, la clôture de cette 25e journée, où ce match il va valoir son pesant de cacahuètes, Vincent, avec Le Mans qui accueille le FC Versailles. L'équation elle est simple, si Le Mans ne l'emporte pas, aussi, là aussi il y aura des retrouvailles, mais je vous laisserai en parler dans quelques instants. Mais l'équation va être très très simple à travers cette rencontre. Si Le Mans ne l'emporte pas, Le Mans sera relégable à 10 journées de la fin, à 9 journées de la fin même. Et Versailles a l'occasion, en cas de victoire, de raccrocher la tête de ce championnat national. Ils sent le soufre, elle sent le soufre, cette affiche. Ouais. Alors plus pour Le Mans que pour Versailles, parce que forcément, là on le voit avec le classement de ce soir. Versailles, même en cas de défaite, serait toujours 3e. Au pire à 3 points, je crois, de Martigues. Donc ça serait pas si catastrophique que ça. En revanche, pour Le Mans, là maintenant, il s'agit de véritablement de survie. À un moment donné, quand on disait ils sont un petit peu ils sont en train de traverser un petit trou. Là, c'est plus un petit trou qu'ils sont en train de traverser. Là, c'est vraiment je pense que ça commence à être un petit peu la crise du côté du Mans. Exactement. Les retrouvailles, vous l'avez dit. Chris, qui a commencé la saison sur le banc du Mans FC,
parti du côté du FC Versailles. Il va retrouver le stade Marie-Marvin, alors qu'il a été très critiqué notamment par les supporters du Mans. Attention au karma, j'ai envie de dire, dans ce genre de cas malheureusement. Bah ouais, parce que finalement on s'aperçoit que depuis que Chris est parti, ça à un moment donné, il y avait eu visiblement une embellie dans le jeu. Au mois de décembre notamment, et dans les résultats. Il y avait eu effectivement une belle série. Alors je ne sais pas si c'était dû au fait que Chris s'en aille, parce qu'au final Le Mans est retombé dans pas dans ses travers, mais en tout cas ils sont tombés beaucoup plus bas qu'ils ne l'étaient avec Chris à l'époque. Exactement. L'affiche Canal+ Foot Le Mans contre le FC Versailles, c'est ce lundi 21h en direct, bien sûr, pour la clôture de cette 25e journée. Vincent, on va regarder un petit peu le classement du championnat national, justement avant les deux rencontres qui restent à disputer dimanche et notamment dimanche, n'importe quoi, samedi. Et également lundi, avec le FC Martigues, je vous le disais, qui est en tête, 2 points d'avance sur l'US Concarneau deuxième. Le FC Versailles est à égalité de points avec l'US Concarneau. Dunkerque désormais est à 2 points de la deuxième place à la quatrième. Le Red Star, qui compte un match en moins, suit derrière à la 5e place à égalité, pas égalité de points, excusez-moi. Sedan 6e à 35 points. Sedan, c'est vraiment le marqueur, on va dire, du début du ventre dur, puisqu'en fait entre la 6e place de Sedan et la 14e de Villefranche, il y a tout simplement 6 points d'écart. 6 points d'écart. Alors, quand on est 6e, on peut se dire, on peut commencer à jouer la montée, mais en fait, non, il va falloir regarder derrière, parce que 2 défaites, et derrière, vous êtes bien sûr dans le mauvais wagon. Il y a de très très beaux clubs, on peut le dire aussi également, dans ce ventre dur qui va être complètement serré jusqu'au bout. Les relégables, avant les 2 matchs qui nous restent à vivre, on le dira, Bourg-en-Bresse, Villefranche, Le Puy, Stade Briochin, Paris 13 et le FC Borgo. Ça va être serré jusqu'au bout, il va se passer des choses. Il va se passer forcément des choses, parce que j'imagine mal quand même certains clubs que tu as cités se laisser endormir et connaître des saisons, enfin une saison la saison prochaine en N2, qui n'ont quasiment jamais connu depuis leur existence. Donc voilà, ça va être dur, mais passionnant. Exactement, et on sera là pour vous le faire vivre comme d'habitude. Bonne soirée à vous les amis, passez un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour la 26e journée. Voilà, un épisode de plus dans votre série préférée, on va se régaler. Salut.